Salut à tous et bienvenue pour la première suite de l'une de nos vidéos. Depuis 6 mois il y a eu pas mal de changements, notamment dans l'histoire, puisque Whole Cake touche à son terme. J'ai également pu affiner ma réflexion, que ce soit en échangeant avec vous ou grâce à l'expérience de nos autres vidéos. C'est pour ça que je souhaitais revenir sur le sujet de la femme dans One Piece, afin de compléter mon analyse et surtout la mettre à jour. Avant de commencer cette vidéo, je préfère vous dire qu'il va y avoir des spoilers, donc soyez à jour avec les scans, vous comprendrez mieux déjà de quoi on va parler et ça évitera tout simplement de vous faire spoiler. Nous avions conclu la première vidéo en constatant que les personnages féminins de One Piece étaient plus complexes qu'il n'y paraît, et qu'elles sont loin de se résumer à des godiches pleurnichards qui attendent qu'un valeureux héros leur vienne en aide. On l'avait d'ailleurs montré avec les deux héroïnes de l'équipage qui ont fait preuve d'un courage extraordinaire dans leur enfance mais aussi dans le présent. En revanche, même si elles ont un rôle essentiel à l'équipage, on a pu observer qu'elles sont les deux seuls personnages de l'équipage à ne quasiment jamais avoir de duel en 1 contre 1, et c'est surtout vrai pour Robin contrairement aux hommes de l'équipage. Et d'ailleurs, hormis Hancock, les seules femmes vraiment fortes à ce moment-là étaient Katarina Devon et Big Mom, qui on va pas se le cacher sont pas des modèles de gravure. On s'est alors demandé si seules les femmes laides pouvaient combattre et si celles aux physiques avantageuses se contentaient de regarder. On avait également ajouté que Big Mom, malgré son statut, ne nous donnait pas la même impression de puissance comme pouvaient le faire Kaido, Shanks ou tout simplement Zoro. Mais on avait tout de même laissé la porte ouverte à du changement, puisque Whole Cake n'en était qu'à sa première moitié. Tout ça a-t-il changé? Nos critiques du premier épisode sont-elles fondées ou le nouvel arc nous a-t-il donné tort? Eh bien ce n'est ni noir ni blanc, vous allez voir qu'on a pu juger un peu vite pour certains personnages mais que dans d'autres cas on a malheureusement visé juste. Tout d'abord je souhaite revenir sur la relation des femmes au combat, puisque dans ma première explication je pouvais laisser sous-entendre que si une femme ne participe pas à un combat elle est inutile. C'est absolument pas le but et c'est plus compliqué que ça. One Piece, comme le dit Oda, n'est pas seulement un manga de baston, je pense qu'on peut donc définir deux thèmes principaux à l'œuvre. D'une part, l'aventure, avec la quête du One Piece, les découvertes de nouveaux lieux et la navigation. Et d'autre part, le combat, car la force est tout de même ce qui régit le monde et le hiérarchise. Luffy passe son temps à affronter de puissants adversaires, donc on ne peut pas non plus nier que le combat est très important. Et du coup, un personnage ne prenant jamais part au combat ou incapable de vaincre de puissants ennemis peut-il être considéré comme important? C'est là où je voulais en venir dans la première vidéo. Si on était dans un manga de tennis, on jugerait le personnage par rapport à ses capacités dans cette discipline. Le fait de se battre dans One Piece est important car le combat lui-même est important dans l'histoire. Pour en revenir à la question, je pense qu'un personnage peut être important même s'il ne prend pas part au combat, car il reste l'aspect aventure. Là, Nami et Robin sont absolument indispensables. Mais si on observe d'un peu plus près, elles sont les seules dans l'équipage à l'être. Pour le coup, aucun des hommes n'a un rôle irremplaçable pour trouver le One Piece. Certains vont peut-être penser que je vais trop loin, mais quand il faut se battre, on appelle les hommes, et quand il s'agit de réfléchir, il n'y a plus que les femmes. Et là, on n'en est plus seulement un problème de la place de la femme dans l'œuvre, on en arrive à un moment où tous les personnages ont des rôles stéréotypés en fonction de leur sexe. Je dis aurait, car il existe plus de 800 personnages dans One Piece. Chacun a donc ses caractéristiques susceptibles de ne pas rentrer dans ces clichés, et c'est tant mieux. Malgré tout, ce constat est fait à partir des héros, les personnages que l'on voit le plus. Regardez, Chopper et Franky ont quand même des rôles essentiels en tant que médecins et charpentiers. Malgré tout, ils ne sont pas inhérents à la découverte du One Piece, contrairement à la navigation et l'archéologie qui, comme on a pu le constater, sont nécessaires pour trouver le One Piece. Alors oui, un médecin de bord et un charpentier ça facilite grandement le voyage, mais ils ne sont pas directement liés à la découverte du One Piece. Bien entendu, je caricature volontairement ces problèmes liés aux stéréotypes, justement pour les mettre en évidence. Comme je l'avais dit dans la première vidéo, je ne pense pas qu'Oda soit spécialement macho, c'est surtout sa culture et ses inspirations qui l'ont influencé. Énormément d'œuvres, que ce soit des films, des mangas ou des dessins animés, ont plus de personnages masculins et mieux développés. Ce n'est donc pas si étonnant que ça se répercute sur le travail d'Oda qui s'inspire de beaucoup de ses œuvres. Après, ça n'enlève rien au fait qu'Oda pourrait changer la donne s'il le voulait, surtout qu'avec la notoriété dont il dispose, il pourrait contribuer à l'égalité des sexes. Comme vous pouvez le voir, c'est un sujet très complexe et c'est pour ça que je souhaitais revenir dessus pour apporter des précisions. Tout ce que je viens de dire est minime et je l'ai volontairement exagéré comme je le disais justement pour mettre en évidence tous ces petits problèmes. Dans l'ensemble, Oda développe très bien ses personnages, il faut surtout gratter et chercher la petite bête pour trouver ses problèmes. Mais encore une fois, ça ne les excuse pas pour autant. Maintenant intéressons-nous aux changements apportés par l'arc Whole Cake, qui a mis en scène la seule femme Yunko, Big Mom. En plus de cette dernière, on a eu droit à pas mal de nouveaux personnages principaux féminins de la famille Charlotte. De son côté, Nami a eu un rôle très important, et c'est avec elle qu'on va commencer. Absente depuis presque 2 ans avec les événements de Dressrosa, Nami est revenue en force en combattant les armées de Big Mom aux côtés de Luffy. Déjà en tant que navigatrice, elle a permis à son équipage de naviguer en plein territoire ennemi, et même s'il y a eu la carte de Pudding qui a bien aidé, le chemin n'en restait pas moins dangereux. Ensuite, elle a été essentielle à la victoire de Luffy sur Crackers, et ce sur plusieurs points. Le premier en tant que soutien moral. Luffy était à bout de force, mais Nami n'a pas cessé de vanter les mérites de son capitaine qui finirait par devenir roi des pirates. Galvanisé par ses paroles, Luffy a repris le dessus pour venir à bout de son ennemi. Le second est son courage. Nami n'a pas hésité à se dresser devant l'un des pirates les plus forts d'un Yunko pour faire gagner du temps à son capitaine. C'est également elle qui a trouvé la solution pour venir à bout des soldats biscuits, sans quoi Luffy aurait probablement perdu. Et elle a aussi affronté et repoussé Brûlé et son pouvoir qui avait mis en déroute toute l'équipe. Certes, ces combats restent principalement du soutien, mais on ne peut pas nier qu'il y a un véritable progrès tant par la mise en avant de l'auteur que par la volonté de combattre
du personnage. Enfin, le troisième point qui a fait de Nami un élément déterminant dans la victoire de Luffy, son côté stratège. Grâce à la vivre carte de Big Mom donnée par Lola à Thriller-Bark, Nami a réussi à prendre le contrôle des homies. Alors oui, elle les a manipulés. Ça pourrait être vu comme le cliché de la femme manipulatrice, mais je pense qu'il ne faut pas non plus tomber dans la critique absurde. Manipuler les homies fait partie d'un tout, d'une stratégie que Nami a organisée pour sauver son capitaine. Ce combat n'a pas été le seul moment fort de Nami, puisqu'elle s'est illustrée tout au long de l'arc. Dernièrement, elle s'est montrée très forte face aux catastrophes que l'équipage a subies. Malgré l'urgence de la situation, Nami a su prendre les bonnes décisions en faisant confiance à son capitaine et en appliquant ses ordres, mais aussi en s'affirmant en tant que leader. Nami a donc pas mal évolué durant cet arc et a pu nous montrer le résultat de son entraînement. Maintenant, qu'en est-il des nouveaux personnages? Tout d'abord, Big Mom, élément central de cet arc et très bonne surprise qui m'a donné tort. Comme je le disais en début de vidéo, pour moi, aucun personnage féminin n'a le charisme que peut dégager Shanks ou Kaido. Et pourtant, Big Mom a réussi. Elle a eu droit à un développement semblable à celui d'un antagoniste tel que Doflamingo. Oda prend du temps pour nous présenter le personnage et sa personnalité, et il lui accorde même un flashback sur son enfance. On a pu découvrir ses motivations, d'autres aspects du personnage qui, malgré son apparence monstrueuse, a un côté humain et touchant pour lequel on ressentirait presque de l'empathie. Bon, en revanche, petit bémol quand même que je trouve un peu abusé du fait que la seule Yunko soit boulimique et que son rêve est de réunir toutes les espèces pour prendre le goûter dans la joie et la bonne humeur. Maintenant passons au point qui fâche, Smoothie. Si Big Mom m'a donné tort, Smoothie elle a confirmé mes propos quant à la place des belles femmes dans l'œuvre. Elle est la seule femme parmi les Sweet Commanders, le grade le plus important chez les pirates de Big Mom. Cela fait donc d'elle l'un des meilleurs guerriers de la Yunko. Malgré ça, elle est le Sweet Commanders le moins développé. Elle apparaît beaucoup moins que d'autres enfants qui n'ont pas son importance, tels que Pelos Pelo ou Oven. Même Tamago, qui ne fait même pas partie de la famille, a plus brillé. Ce qui me gêne le plus, c'est qu'il y a eu plein d'occasions de la mettre en avant, mais à chaque fois c'est un autre fils qui en a bénéficié. Je parle notamment de la cérémonie de mariage, où elle a été relayée au second plan contre les Germa et l'équipe de Luffy. Bien, il nous reste encore deux personnages de la famille Charlotte, Pudding et Chiffon. Honnêtement, j'ai pas énormément de choses à dire à leur sujet. Chiffon est un personnage que j'ai envie de comparer à Conise, dans le sens où elle ne m'a pas particulièrement interpellé en bien ou en mal. Je trouve que c'est un bon personnage par rapport à son rôle et sa présence. Pour Pudding, à peu près pareil. J'ai tout de même été un peu déçu par sa réaction lorsque Sanji découvre son troisième œil que je trouve un peu trop pouvoir de l'amitié. Sinon, sa seconde personnalité timide et gênée d'un rien est tellement exagérée que je considère ça comme un trait de personnalité délirant, au même titre que Hancock et Franky. Après, elle ne prend pas particulièrement part au combat, mais à aucun moment elle nous est présentée en tant que combattante, contrairement à Smoothie ou même Amande. Sinon, autre point que je trouve assez important, les filles de la famille Charlotte conservent leur nom après le mariage. Oui, c'est un détail, mais je trouve que c'est aussi un symbole fort par rapport à notre société. Et je ne pouvais pas faire une vidéo sur la place de la femme sans parler de celle qui est immédiatement rentrée dans nos cœurs, la sœur aînée de Sanji, Reiju. L'un des personnages féminins les plus réussis de tout One Piece à mon goût. Dans le flashback de Sanji, on a pu découvrir que sa sœur était totalement impuissante face au bizutage que les trois frères infligeaient à Sanji. Outre le fait d'aborder la persécution des enfants qui est un sujet très important dont on ne parle encore pas assez, cela nous montre que Reiju ressent également des émotions contrairement à ses trois jeunes frères. Et même devenue adulte, elle joue le rôle de figure maternelle pour Sanji, dont la mère est morte lorsqu'il avait à peine 7 ans. Et avec ça, on aurait pu s'attendre à ce que le personnage ait un trait de personnalité qui le rende complètement délirant et pas forcément crédible. Et au final, pas du tout. Oda a fait le choix de ne pas la transformer en running gag comme avec Hancock. Au contraire, Reiju nous est présenté comme un personnage intelligent qui sait prendre du recul pour analyser la situation. Elle le prouve d'ailleurs à de nombreuses reprises lorsque son frère se fait tabasser ou que sa famille est sur le point de se faire assassiner. Et en plus, elle sait carrément se battre alors qu'elle a un physique avantageux. Lors de la Tea Party, elle va directement au contact de la Sweet Commander Smoothie. Pour moi, Reiju sauve le développement de Smoothie. Malheureusement, comme avec Big Mom, il y a quand même un petit bémol. Je trouve sa tenue de protection un peu légère par rapport à celle de ses frères. Au final, que retenir de cette deuxième vidéo sur l'analyse de la place de la femme dans One Piece? On ne peut pas nier qu'il y a eu des progrès, j'ai même envie de dire de très gros progrès, que ce soit avec le développement de Big Mom ou l'évolution de Nami. La Yunko s'est montrée au moins aussi terrifiante que Kaido si ce n'est plus. Malgré tout, des progrès restent à faire. Smoothie nous a prouvé une fois de plus que les femmes au physique avantageux ne prennent pas part au combat, et c'est bien dommage car il y aurait eu plein d'occasions de nous prouver le contraire. Heureusement, Reiju relève le niveau à ce niveau-là, et j'espère vraiment qu'il y aura d'autres personnages comme elle dans les futurs arcs. J'espère que cette nouvelle vidéo sur la place de la femme vous aura plu. N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires ce que vous pensez de la place de la femme dans One Piece depuis l'arc de Whole Cake. N'hésitez pas non plus à débattre sur ce qu'on a dit dans la vidéo. Est-ce que vous pensez que les femmes auraient besoin d'être plus développées? Est-ce que vous pensez que leur développement est suffisant? On vous attend dans les commentaires. Sur ce, je vous laisse. Salut à tous!